Bonjour et je remercie l'association Amen pour son invitation. Je vais essayer d'être bref, même si c'est le sujet, il y a, comme on dit, beaucoup de blabla. C'est pas très comme les cas cliniques, c'est plus facile à présenter. Donc, donc les règles d'hygiène au cabinet médical à l'ère du Covid. D'abord, on va parler des coronavirus, qui sont des virus qui étaient peu étudiés jusqu'à l'avènement du SARS, jusqu'à l'épidémie du SARS. Les coronavirus, ils regroupent plusieurs genres de virus pouvant atteindre l'homme. On peut recenser jusqu'à 3000 espèces. L'infection, le plus souvent, elle est bénigne, soit elle est entérique ou respiratoire, avec de possibilités de cas graves. Le potentiel épidémique de ces coronavirus, ils ont un potentiel épidémique et ils franchissent la barrière d'espèces. Donc la transmission n'est pas seulement interhumaine ou elle passe d'une espèce à l'autre, comme on va voir. Donc pour le SARS-CoV, qui fait partie des coronavirus, il y a deux hypothèses de son apparition. Soit que le virus aurait été transmis de la chauve-souris à l'homme à travers un autre hôte intermédiaire, ou bien le virus, il aurait circulé depuis plusieurs années chez l'homme et à bas bruit jusqu'à ce qu'une mutation le rend virulent et pathogène. Donc, ces deux hypothèses existent. Comme on voit, soit la transmission elle est interhumaine directe, soit il passe par de l'hôte principal passe par un hôte intermédiaire pour infecter l'homme. Le virus, il est enveloppé, il est sphérique et enveloppé. Cette caractéristique le rend très fragile dans le milieu extérieur. C'est ce qui fait qu'on arrive à le maîtriser avec les désinfectants et le lavage simple des mains. L'enveloppe, elle est hérissée avec de larges spicules lui donnant un aspect caractéristique en couronne, d'où le préfixe corona. Donc il y a 4 protéines principales, c'est la protéine spike, la protéine de la membrane M et la protéine E de l'enveloppe E, ainsi que la protéine de la nucléocapside, la protéine N, et c'est la base du diagnostic, du suivi sérologique et des coronavirus, et même de la vaccination. Donc ces protéines sont présentes dans les vaccins. Donc le gène des coronavirus, le génome, c'est un ARN monocaténaire qui est linéaire, qui est non segmenté avec une polarité positive. Sa taille est d'environ 30 kilobases, ce qui en fait de lui un des plus grands génomes des virus ARN qui infectent l'homme. On va dire un mot sur sa transmission. Donc la transmission à l'homme a eu lieu via une espèce intermédiaire. Donc la transmission interhumaine, elle se fait essentiellement de façon directe, donc à travers les gouttelettes et les sécrétions respiratoires émises lors de la respiration, de la toux, de la parole, ou de façon indirecte via les aérosols qui restent dans l'air, et la transmission indirecte manuportée, donc par le contact direct, ou via un matériel contaminé, elle est également possible. Donc c'est quoi le risque pour le soignant? Donc on a vu depuis l'épidémie du Covid, on a eu un impact majeur sur la prise en charge des patients dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales. On a vu l'arrêt de certaines consultations spécialisées, ophtalmologiques et ORL. On a vu la diminution de l'activité chirurgicale. Donc les gestes mettant le personnel soignant en contact étroit avec les voies aériennes sont particulièrement à risque de contamination. Car le SARS-CoV, il réside essentiellement, comme on le sait tous, dans les voies respiratoires avec des charges virales qui sont très élevées au niveau nasal et la cavité buccale. Donc l'examen clinique et les gestes invasifs sur ces cavités permettent une transmission directe du SARS-CoV par l'inhalation des gouttelettes ou la projection oculaire, ou une transmission indirecte par le dépôt sur les surfaces et des objets qui seront contaminés. Donc comment il survit ce virus? Quelle est la durée de la survie de ce virus? Donc il ne survit que quelques minutes sur la peau, 3 heures dans l'air ambiant
Il peut persister jusqu'à 4 heures, 12 heures sur les vêtements, voire 24 heures sur le carton, voire plusieurs jours sur des surfaces inertes comme le plastique et l'acier. Sa survie, elle va dépendre de quoi? Elle va dépendre de la surface sur laquelle il est déposé et de la souche virale étudiée. Donc, on ne sait pas pour les nouvelles souches mutées, c'est quoi leur durée de survie. Donc, la charge virale, il va dépendre de la charge virale. Il faut savoir qu'un millilitre de sécrétion peut contenir jusqu'à 10 à la puissance 8 copies virales. Et le transfert entre la surface contaminée et la main, il va dépendre du tube du virus et du temps de contact. Donc, par exemple, pour le virus de l'influenza A, un contact de 5 secondes avec une surface contaminée, elle permet de transférer jusqu'à 31,6% de la charge virale qui était contenue sur cette surface, juste en 5 secondes de contact. Donc, la durée de contagiosité dépassée sur les surfaces inertes, elle est de 5 jours à 21 degrés, avec un inoculum entre 10 à la puissance 3 et 10 à la puissance 7, mais à une température de 30 à 40 degrés, elle va réduire sa survie, alors qu'une température inférieure à 20 degrés va favoriser sa survie jusqu'à 9 jours. Et bien sûr, la survie, elle sera plus importante dans un milieu humide. Donc, en pratique, il faut savoir que tous les virus qui sont enveloppés, à l'exception du virus de l'hépatite B et des poxvirus, c'est le virus de la variole par exemple, sont des virus relativement fragiles et sensibles aux savons antiseptiques et à la majorité des antiseptiques. Donc, comment on va inactiver ce virus? Par les agents désinfectants, le peroxyde d'hydroxygène, donc l'eau oxygénée, l'alcool à 70 degrés, l'hypochlorite de sodium, ça veut dire l'eau de javel diluée, et le chlorure de benzalkonium, qui n'est pas très utilisé parce qu'il est un petit peu irritatif. Donc, pour conclure sur la survie du virus, on sait que la persistance, elle est prolongée jusqu'à 5 jours en moyenne, voire 9 jours sur les surfaces. Et cette survie, elle est prolongée à basse température et avec un fort taux d'humidité. Donc, la désinfection, elle est facile. Les moyens les plus utilisés, qu'on utilise tous, c'est l'alcool et l'eau de javel diluée. Donc, pour lutter contre ce virus, on n'a que les moyens de précaution standards. C'est l'ensemble des moyens qui vont permettre de stopper cette transmission croisée d'une personne à l'autre. Donc, ces mesures sont à appliquer pour toutes les situations de soins, par tous les professionnels de santé et pour tous les patients. Donc, le principe, c'est de considérer tous les patients comme potentiellement porteurs de l'agent infectieux. Et leur objectif, c'est de protéger et le personnel soignant et le patient. Donc, il y a 10 mesures qui sont standards: le lavage des mains, le port des gants dans des situations particulières où il y a le contact avec des liquides biologiques, la protection respiratoire et oculaire, la protection de la tenue de travail, soit par des surblouses ou des tabliers, le traitement des dispositifs médicaux qui sont contaminés, le traitement du linge par un lavage à au moins 65 degrés, la gestion bien sûr du déchet, le traitement de l'environnement, des surfaces, des sols et des meubles, et la protection individuelle par les mesures barrières qui va protéger et le personnel soignant et le patient. Donc, pour se protéger les autres, chaque geste, il va compter. D'abord, l'hygiène des mains, le respect de la distanciation, 1 à 2 mètres s'il n'y a pas port de masque, le port de masque, l'hygiène des locaux, il faut bien aérer les locaux, limiter à 6 le nombre de personnes dans une pièce, voire une salle d'attente à 0, avec si on arrive à réguler les rendez-vous, ou pas plus d'une famille dans la salle d'attente. Et bien sûr, ça passe par l'éducation des patients. Donc, il faut savoir que chacune de ces mesures a ses limites, et c'est donc en les conjuguant ensemble
qu'on réduit le risque de propagation du virus. Donc, le respect des mesures barrières et la distanciation physique. Les mesures barrières, on les connaît tous, c'est se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans le coude, éviter de toucher le visage, utiliser les mouchoirs à usage unique avec une seule utilisation et saluer sans serrer les mains et sans embrassade. La distanciation physique, il faut conserver une distanciation physique avec tout interlocuteur et lors du soin, puisqu'il y a difficulté de respecter cette distance, on doit associer le port d'équipements de protection individuelle. Donc, comment on va organiser le travail au cabinet médical? D'abord, il faut donner les conseils aux patients. Il doit venir seul, sauf si situation particulière, enfant ou sujet âgé fatigué, mais pas accepter plus d'un accompagnant. À l'arrivée au cabinet, le patient doit se frictionner avec une solution hydroalcoolique ou se laver les mains au savon doux. Et chaque patient, il doit être équipé d'un masque chirurgical. Donc, pour l'organisation du secrétariat et de l'accueil, il faut assurer les mesures de distanciation avec un marquage au sol, avec un panneau transparent ou bien une masque ou visière qui va couvrir le visage de l'assistante. La solution hydroalcoolique doit être utilisée avant la prise en charge d'un nouveau patient et après la manipulation de tout objet donné par le patient, donc les documents, carte nationale, carte de paiement, argent liquide. Il faut retirer tous les objets et les matériels présents sur le plan de travail, donc tous les excès, décorations, plantes, tout, laisser juste le nécessaire. Et bien sûr, limiter le délai d'attente des patients. Au niveau de la salle d'attente et de la salle de consultation, il faut conserver les mesures de distanciation, au moins 1 mètre entre les patients assis dans la salle. On va essayer de sectorialiser la salle d'attente. Si on a 2 salles, placer les patients symptomatiques à symptomatologie Covid dans une salle, les autres patients qui consultent pour les pathologies chroniques ou autres dans une autre salle, sinon sectoriser dans la même salle. Utiliser la solution hydroalcoolique ou bien utiliser un lavabo équipé d'un savon liquide, d'un essuie-main à usage unique, équiper la salle aussi de mouchoirs à usage unique, des poubelles qui doivent être munies d'un sac et d'un couvercle. Il faut retirer tous les meubles inutiles, les journaux, les revues, les jouets. Il faut aérer largement et régulièrement la salle. Il faut prévoir un bio-nettoyage complet au moins 1 fois par jour, à privilégier le soir. Éviter les moquettes et les tapis dans la salle d'attente. Éliminer les déchets issus des malades potentiels, il faut les éliminer immédiatement s'il y a un malade suspect. Et pour toutes les surfaces, il faut opter pour des revêtements qui sont lessivables, qu'on va essayer de nettoyer facilement, non poreux, et à nettoyer et qui ne présentent pas de joints. Donc, on va parler sur l'hygiène des mains. Donc, d'abord, le lavage en main. Quand est-ce qu'on va se laver les mains? Au moins à l'arrivée, au cabinet, au départ et à chaque fois que les mains sont visiblement souillées. Sinon, on peut utiliser les solutions hydroalcooliques entre les patients et au cours de la journée. Il faut utiliser un savon qui doit être doux, liquide, distribué à la pompe ou en poche rétractable et jetable. Ne pas utiliser le savon à remplir parce que le savon... Et éviter le savon et savonnette en pain. Parce que c'est un milieu de prolifération de tous les germes. Moi, je parle du Covid, mais en même temps, la présentation, elle parle de tous les germes, qui peuvent être des entérobactéries BLSE, des staph métiaires, tout ça, ça peut, du piocyanique. On a trouvé toujours le piocyanique au niveau du savon. Respecter un savonnage d'une durée minimale de 10 secondes. Et en présence de poudre sur les mains, des gants poudrés, il faut laver les mains. Ne jamais utiliser de solution hydroalcoolique sur la poudre. Utiliser des essuie-mains à usage unique. Et avant le lavage, il faut retirer bijoux des mains et des poignets. Les ongles doivent être coupés courts, sans ajout de faux ongles ni de vernis.
L'utilisation d'une crème émolliente, elle est recommandée quotidiennement, mais en dehors des périodes de soins aux patients, donc pour limiter toute irritation de la peau. Il faut se désinfecter par friction à la solution hydroalcoolique entre deux patients. La durée de désinfection recommandée est de 30 secondes au minimum et la procédure, elle est décrite dans la norme française qu'on connaît tous, qu'on a appris par cœur. Ne pas oublier de frictionner les pouces et le bout des doigts au fond de la paume de la main. Donc, il faut souvenir qu'il y a des efforts qui favorisent la recontamination des mains après lavage. Donc, les mains essuyées avec un linge à usage multiple, donc éviter les serviettes, le robinet refermé avec la main lavée, la manipulation manuelle de la poubelle ou de son couvercle, privilégier les poubelles à pédales. Les facteurs favorisant la sécheresse de la main et l'irritation, c'est l'excès de produits, le mouillage ou le rinçage insuffisant, le séchage à l'air chaud qui est déconseillé et le séchage par frottement à l'essuie-main. Il faut toujours juste tamponner avec l'essuie-tout, ne pas frotter. On proscrit les savons en pain et les savonnettes, les distributeurs rechargeables, l'utilisation de torchons et de serviettes éponges à usage multiple et le sèche-main électrique à air pulsé. Et si on a opté pour l'aménagement d'un point d'eau dans le milieu de soins, dans la salle de consultation, il doit être équipé d'une vase qui doit être suffisamment large, à forme anti-éclaboussure. Il faut utiliser un savon désinfectant ou une solution hydroalcoolique avec pompe distributrice individuelle. Il faut utiliser un distributeur d'essuie-tout à usage unique et qui ne nécessite pas de manipulation. Il faut utiliser une poubelle à pédales ou une poubelle sans couvercle pour ne pas avoir à manipuler le couvercle, mais qui doit être équipée d'un sac jetable. On va parler des équipements de protection individuelle. Donc d'abord les masques. On distingue plusieurs types de masques. Il y a les masques médicaux, c'est qu'on appelle les masques chirurgicaux ou masques de soins. Ils sont destinés à éviter la projection lors de l'expiration du soignant vers le patient ou du patient vers le soignant, vers son entourage. Donc, il sert à protéger les autres. Les masques de protection respiratoire, ils sont destinés à protéger celui qui les porte. Ce sont les masques qu'on connaît tous. Ils sont classés en 3 catégories, les FFP1, FFP2, FFP3. Et il faut savoir que l'efficacité du masque, il est limité dans le temps, elle va dépendre de son bon ajustement sur le visage. Sa manipulation, elle est à éviter, car elle va favoriser la contamination des mains et la détérioration du masque. Donc, voilà la comparaison des différents masques utilisés. Donc, le masque le mieux pour le soignant, c'est le masque FFP2, FFP3. Vous voyez qu'il va protéger le soignant, l'entourage, et il est indiqué pour l'utilisation hospitalière. Tandis que le masque chirurgical, il ne protège que partiellement. Les gants ne sont pas recommandés pour se protéger contre le Covid. Il faut préférer le lavage des mains, ne pas porter ses mains gantées au visage. Donc, le cas où les gants sont nécessaires pour se protéger d'autres risques, quand on va manipuler des liquides ou on va toucher les muqueuses, vaut mieux utiliser des gants, mais ces gants doivent être des gants non stériles à usage unique en latex ou vinyle, mais non poudrés afin d'éviter les risques d'allergie et de permettre une désinfection des mains après à la solution hydroalcoolique. Parce que s'il y a le talc, il faut d'abord les laver avant d'utiliser la solution hydroalcoolique. Donc, le port de gants ne dispense pas de la désinfection des mains.
Et les gants se portent sur des mains à ongles courts, sans bagues ni autres bijoux. Et une paire de gants est égale à un geste, est égale à un patient. En plus, il faut savoir que les gants, à force de les porter, après une demi-heure, ils deviennent perméables. Nous, les biologistes, on en a l'expérience. Si on réalise une coloration avec des gants qu'on portait pendant plus d'une demi-heure, on a le colorant qui pénètre sur la main. Donc, ils ne sont pas très protectrices. Surtout les gants qui sont non stériles. Donc, pour l'entretien du cabinet médical, il est recommandé d'écrire et de rendre accessible sous forme d'un protocole les procédures d'entretien en déterminant le matériel nécessaire, les tâches à accomplir et leur attribution. Donc, qui va faire quoi? Et la fréquence de cet entretien. Donc, les consignes d'entretien, ils vont consister à nettoyer les surfaces au moins une fois par jour, de les désinfecter avec les produits détergents désinfectants habituels selon les indications du fabricant. Il faut savoir qu'on ne peut désinfecter que ce qui est propre. Donc, il faut laver avant de désinfecter. Il faut nettoyer immédiatement les surfaces en cas de souillure et porter une attention particulière aux surfaces en contact direct avec les malades, tout ce qui est poignets, chasse, rampe d'escalier, boutons d'ascenseur. Et bien sûr, aérer largement et régulièrement les locaux. Comment on va effectuer cet entretien? On va commencer du plus propre vers le plus sale et du haut vers le bas. Donc, on commence par les pièces administratives, le secrétariat, suivi de la salle d'attente, des couloirs, du bureau, la salle d'examen, terminé par les toilettes et le local d'entretien. Et on commence par du haut vers le bas, des éléments suspendus, les surfaces, puis le matériel médical, évier, lavabo, toilettes, enlever les déchets, et puis l'entretien du sol en dernier. Donc, l'entretien du sol doit être réalisé une fois par jour. Il faut programmer un nettoyage approfondi des pièces régulièrement, de façon périodique. Tout ce qui est bibliothèque, mobilier, placard, luminaires, les stores. S'il y a des rideaux de voilage, il faut les laver tous les 6 mois au minimum. Le dépoussiérage humide est la technique de référence pour le sol. Donc, on ne fait pas le dépoussiérage avec le balai. Il doit être humide pour ne pas dégager les aérosols. Et également pour les surfaces, ça doit être un essuyage humide. Il faut toujours le faire avant le lavage. Dans l'ensemble du cabinet médical, le lavage du sol, il se fera par un détergent simple du commerce, avec ou sans rinçage, en fonction des produits utilisés. N'utilisez pas des détergents désinfectants pour le matériel informatique. Il faut laver les écrans plastiques qui couvrent les claviers, ou bien, à défaut, utiliser un film alimentaire qu'on va changer tous les jours pour le clavier et la souris. L'ensemble du matériel d'entretien sera nettoyé une fois par jour, ainsi que le local d'entretien. Donc, une fois l'entretien terminé, il faut laver tout le matériel, le balai, tout ce avec lequel on a fait l'entretien, et ne pas oublier les gants de l'entretien et les faire sécher. Pour la salle d'examen et de soins, on va commencer par une lavette imprégnée de détergent. On nettoie le plan du travail, le chariot du soin, le divan d'examen, le marchepied et le tabouret. Utilisez une deuxième lavette imprégnée également de détergent pour nettoyer le matériel médical, tensiomètre, stéthoscope et autres. En cas de souillure à risque infectieux évident, il faut mettre le matériel de côté parce qu'il doit bénéficier d'une désinfection appropriée. Un mot sur la gestion du déchet. Donc, la gestion du déchet d'activité de soins est réglementée par la loi et relève du principe suivant. Tout producteur des déchets est responsable de leur élimination. Donc, les déchets d'activité de soins à risque infectieux, ils sont constitués
de dispositifs médicaux ou matériels piquants, coupants, tranchants dès leur utilisation, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique, et de tout dispositif de soins et tout objet souillé par du sang ou un autre liquide biologique. Donc, ils doivent être séparés de leur production par les professionnels de santé et conditionnés de manière distincte dans un emballage primaire afin de suivre la filière d'élimination spécifique. Donc, ne pas mélanger déchets de soins avec déchets ménagers. Donc, tout professionnel de santé doit disposer d'une boîte de déchets perforants, tranchants et piquants et d'un autre emballage rigide, étanche à usage unique ou avec un sac qu'on va remplacer à chaque fois, qui doit être réservé à la collecte des déchets mous contaminés à type de compresse, souillés ou autres. La personne chargée de l'entretien ménager du cabinet doit être informée de ses modalités de tri et de ses conditionnements et de ses emballages. Donc, il est recommandé de confier l'élimination des déchets de soins à risque infectieux à un prestataire de service et d'établir avec lui une convention écrite. Je ne sais pas pour les cabinets médicaux, mais nous, les laboratoires, on est obligés, avant l'ouverture, de faire le contrat avec la société qui va prendre les déchets. Donc, qui passe tous les jours, pas tous les jours, une fois à 2 fois par semaine, en fonction de la quantité du déchet dont on dispose. Et bien sûr, il faut avoir un bordereau de suivi qui doit être signé par chacun des intermédiaires et les retourner au moins une fois par an au cabinet médical producteur de DASRI pour le conserver en cas d'inspection. Donc, on voit les 3 types de conteneurs. Le conteneur pour déchets ménagers, normal, et les 2 conteneurs, le petit pour les produits, tout ce qui est piquant et tranchant, et le grand pour les autres déchets médicaux. Il faut savoir qu'il faut respecter le remplissage aux 3/4, ne pas remplir les conteneurs jusqu'au bout, et qu'ils soient, surtout pour celui piquant et tranchant, qu'on ne le vide pas. On le rend à la société comme ça, fermé avec les produits piquants tranchants. Il va nous le rechanger, il vous donne un autre. Donc, comme on a dit, il est régi par la loi 2800 relative à la gestion de déchets qui stipule dans son article 38 que les déchets médicaux et pharmaceutiques sont soumis à une gestion spécifique fixée par voie réglementaire et le décret d'application de cette loi relatif aux déchets définit 4 catégories de déchets médicaux et pharmaceutiques, confirme le principe du pollueur-payeur, donc celui qui produit, qui doit payer pour l'élimination de ces déchets, et décrit les modalités de gestion, donc le tri, l'emballage, le stockage et le transport. Donc sur cette loi, vous allez trouver tout le détail. Donc, les 4 catégories de déchets décrits dans ce décret d'application. La catégorie 1, les déchets à risque infectieux, les produits chimiques et biologiques, les médicaments non utilisés, avariés ou périmés, les organes et tissus humains ou d'animaux aisément identifiables par un non-spécialiste, et les déchets assimilables aux déchets ménagers qui vont suivre le circuit normal des déchets ménagers. Donc, un petit mot sur les agents désinfectants. En règle générale, ne pas mélanger les produits désinfectants, utiliser un seul. On ne désinfecte bien que ce qui est propre. Donc, la première étape, c'est le nettoyage avec un détergent ou un détergent désinfectant. La deuxième étape, c'est le rinçage pour éviter les incompatibilités avec le premier produit. Et la troisième étape, c'est la désinfection ou l'antiseptique. Donc, l'utilisation des produits hydroalcooliques qui sont en solution gel spécifique à séchage rapide. Généralement, c'est des dérivés alcooliques avec des émollients, des antiseptiques. On les applique sur les mains non souillées, donc on les applique sur des mains propres, déjà lavées, non mouillées et non poudrées.
Les produits hydroalcooliques, le principe actif de ces produits, c'est soit le N-propanol, le isopropanol ou l'éthanol, en association avec d'autres principes actifs comme l'ammonium quaternaire. Ils ont une action de synergie bactéricide. On ajoute à eux des adjuvants, des émollients, des colorants, parfums pour améliorer la tolérance. Pour les désinfectants, un bon désinfectant, il doit avoir un spectre large, ça veut dire bactéricides, viricides et fongicides. Une compatibilité avec l'eau et le savon, il doit avoir une vitesse d'action, une stabilité connue et un respect des matériaux. Et bien sûr qu'il ne soit pas toxique pour l'homme. Les principales familles de désinfectants, c'est les dérivés chlorés, l'eau de Javel, les aldéhydes, les oxydants et les dérivés phénoliques. Donc, on va axer sur l'eau de Javel. C'est un excellent désinfectant qui n'est pas cher, mais si respect de son mode d'utilisation. Procéder à un nettoyage avant. Donc, on a dit on ne désinfecte que ce qui est propre. Donner un temps de contact de 15 à 30 minutes. La solution concentrée à 9,6%, elle est moins stable que la solution à 2,6%. Ça, c'est en Europe, nous, on n'a pas le 2,6%, on va voir après. On doit le diluer à l'eau froide du réseau. Le flacon doit être identifié, ne jamais utiliser de flacon d'eau ou autre, sinon il faut mettre les étiquettes. Pas de mélange avec d'autres produits, l'utiliser seul et le conserver à l'abri de la lumière. Il faut savoir qu'il a un risque de corrosion pour certains matériaux, comme l'inox. Donc, presque. Juste un mot sur l'eau de Javel et j'ai terminé. Donc, selon le CDC, il a publié une affiche qui nous montre comment faire pour diluer l'eau de Javel. Mais là, c'est la base, c'est l'eau de Javel à 2,6%. Comment on va le diluer? Alors que notre objectif, c'est d'avoir une eau de Javel à 0,5%. Donc, nous, on n'a pas ce 2,6%. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on dispose du Javel à 8 degrés, comme laché. On lui réalise une dilution à 1/5. Ou bien l'eau de Javel à 12 degrés, comme le Maxis, il faut lui réaliser une dilution à 1/6. Ça veut dire quoi, une dilution à 1/5? Ça veut dire par exemple, un verre, une dose, ou un verre, ou un litre d'eau avec 4 d'eau. Donc, 1 de Javel et 4 d'eau. Et pour le 12%, ça sera 1 avec 5. Donc, il y a d'autres désinfectants et détergents, mais pour conclure, on va dire qu'il vaut mieux disposer de moins de produits, mais dans les règles qui doivent être connues, comment on doit les utiliser. Et mettre à la disposition des fiches et de recommandations rappelant les règles d'utilisation, comment diluer et comment conserver ces détergents. Donc, pour conclure, on rappelle que le virus, il est fragile dans l'environnement parce que c'est un virus enveloppé. Il est fragile, mais il est pathogène. Il est contagieux et pathogène. Mais on peut le maîtriser par ces mesures. Donc, si on a le virus sur une surface, on peut facilement le maîtriser. Sur les mains, sur les surfaces, on peut facilement le maîtriser. Mais il est contagieux et il est pathogène, bien sûr. Donc, la base de la précaution reste les mesures standards, surtout les mesures de distanciation qu'il faut appliquer au niveau de l'accueil et au niveau de la salle d'attente, et l'hygiène des mains, qui est devenue maintenant le lavage des mains et la solution hydroalcoolique sont devenus des réflexes quotidiens. Donc, l'eau de Javel, bien sûr, efficacité et efficience, c'est le meilleur désinfectant. Je reviens là.
juste pour la deuxième partie de la plaque, là où il y a du vomissement par terre. Quand vous utilisez l'eau de Javel diluée à 0,5%, il faut l'appliquer et le laisser 15 à 20 minutes. Il ne faut pas l'éliminer immédiatement. Toujours les produits désinfectants, il faut les laisser agir. Mais pour le nettoyage du sol, si vous utilisez de l'eau de Javel diluée à 0,5%, il faut le laisser humide et le laisser 15 à 20 minutes si vous voulez enlever. Sinon, ça n'a pas d'effet, même pour les surfaces. Ce n'est pas mettre et enlever tout de suite. Il faut laisser en contact. Par exemple, chez nous, là, il y a l'exemple de vomissement. Chez nous, au laboratoire, quand on a du sang ou du sérum qui tombe par terre ou sur la paillasse, on met de l'eau de Javel diluée et on le laisse. Passe 10 à 15 minutes, après on nettoie. C'est pour neutraliser tous les agents infectieux, viraux ou au niveau du liquide. Ce n'est pas mettre de l'eau de Javel immédiatement rincée. Et c'est précisé voilà, ils ont mis 15 minutes. Il faut attendre 15 minutes. Et merci pour votre attention.